Bonsoir patron, je bois mon gingembre et j'ai une question qui me brûle les lèvres. Tu as cet air curieux ce soir, Camille, dis-moi ce qui t'intrigue. On me parle partout de ces BDC, et je ne sais pas vraiment ce que cela veut dire, alors j'ai peur de passer à côté de quelque chose d'important. On va prendre ça calmement et clairement. Une CBDC est une forme numérique de l'argent de la Banque centrale. Donc ce n'est pas une carte bancaire, ni une application de paiement, c'est bien ça. Exactement, une carte ou une application déplace de l'argent qui est sur un compte bancaire privé, alors qu'une CBDC serait de l'argent public émis par la Banque centrale. D'accord patron, mais pourquoi créer une nouvelle forme d'argent si on peut déjà payer avec nos téléphones? L'idée principale est de garder une version moderne de l'argent public qui fonctionne dans le monde numérique et qui reste accessible et sûr. Je crois comprendre, le cash a ses avantages, mais il ne vit pas bien sur Internet. C'est ça, on veut retrouver les qualités du cash dans un format numérique, par exemple la simplicité, la robustesse et la confiance. Je me demande si tout le monde peut en avoir ou si c'est réservé aux banques. On parle généralement de deux familles, une CBDC de gros usage pour les banques et une CBDC de détail pour le public, et ce soir on parle surtout de la version grand public. Comment la Banque centrale pourrait-elle distribuer cette monnaie au public sans devenir elle-même la banque de tout le monde? Le modèle le plus étudié s'appelle à deux niveaux et il garde les banques et les prestataires comme distributeurs tandis que la Banque centrale reste l'émetteur et l'opérateur du règlement final. Cela veut dire que je garderai une application proposée par ma banque ou par un autre prestataire, mais l'argent dedans serait de la Banque centrale. Tu l'as très bien résumé, ta relation au quotidien resterait avec un prestataire et la couche de confiance ultime serait publique. Beaucoup de gens disent que cette monnaie serait programmable et que quelqu'un pourrait décider de ce que j'ai le droit d'acheter. Il faut distinguer la monnaie et les services. La monnaie publique reste fongible et générale, et les services autour peuvent ajouter des règles comme des plafonds, des ordres de paiement ou des conditions, mais ce ne sont pas des verrous politiques sur la monnaie elle-même. Donc la monnaie resterait utilisable partout où elle est acceptée, et les programmes vivraient dans les applications et les contrats, pas dans la pièce elle-même. Oui, et beaucoup d'autorités expliquent déjà cette différence pour éviter la confusion et la peur. Je veux savoir si la vie privée serait mieux protégée qu'avec ma carte actuelle. Les projets sérieux visent à réduire les données au strict nécessaire et à offrir un mode hors ligne qui se rapproche du cash en matière de confidentialité. Or, ligne veut dire que deux téléphones peuvent échanger sans réseau comme quand on se passe une pièce de monnaie. C'est l'idée, on utilise des puces sécurisées et une synchronisation différée pour que l'argent bouge même sans connexion puis se régularise quand le réseau revient. Cette image me plaît, c'est comme glisser une pièce numérique de ma main à la tienne, puis le système prend note plus tard. C'est une bonne analogie, elle montre la simplicité recherchée et la continuité avec les usages du cash. Est-ce que cela ne va pas fragiliser les banques si tout le monde garde son argent en monnaie publique? Les concepteurs envisagent des limites de détention et l'absence de rémunération pour que la CBDC reste un moyen de paiement et ne devienne pas un placement qui viderait les dépôts bancaires. En clair, on peut en avoir pour ses paiements du quotidien, mais pas s'en servir comme un énorme coffre qui mettrait en danger les banques. C'est exactement le compromis, on protège le rôle des banques tout en donnant au public un instrument de paiement public moderne. Je me demande si cela accélérait les remboursements, les aides publiques ou les micro-paiements. Oui, la distribution d'aides peut devenir plus rapide et plus transparente, les remboursements instantanés deviennent plus simples et les petits paiements peuvent mieux circuler si les frais restent faibles. Est-ce que les commerçants y gagnent quelque chose de concret? Ils peuvent gagner en certitude de règlement et en coûts optimisés, surtout si l'acceptation est intégrée dans des terminaux simples et dans des applications de caisse. Je sens le potentiel, mais je sens aussi des risques, par exemple une panne géante ou une cyberattaque. Les architectures visent la résilience avec des systèmes redondants, des canaux multiples et un mode hors ligne pour que la vie continue même quand un réseau tombe. La sécurité me rassure si elle est pensée dès le départ, et pas comme un correctif après coup. La sécurité et la protection des données doivent être des choix de conception et pas des rustines, c'est un principe de base. Je voudrais comparer une CBDC avec un stablecoin, parce que les deux sont numériques et souvent sur des blockchains.
Un stablecoin est émis par une entité privée avec des réserves ou des mécanismes de stabilisation, alors que la CBDC est de la monnaie publique émise par la Banque centrale et ne repose pas sur une promesse privée. Donc l'un est une créance sur un émetteur et l'autre est directement de la Banque centrale. Tu vois la différence. Dans un cas, tu fais confiance à un émetteur privé et dans l'autre, tu utilises l'actif monétaire public de référence. Est-ce que les paiements transfrontaliers pourraient s'améliorer avec deux pays qui ont chacun leur CBDC? C'est un grand espoir. Si les systèmes savent dialoguer, on peut régler plus vite avec moins d'intermédiaires et une meilleure transparence sur les taux et les frais. Tu veux dire qu'un exportateur pourrait être payé presque en temps réel par un client à l'autre bout du monde? C'est l'objectif. On parle d'interopérabilité, de conversion intégrée et de standardisation des messages. Cela ressemble à une autoroute internationale des paiements qui enlève des péages et des files d'attente. L'image est bonne, moins de friction et plus de visibilité sur le trajet de la valeur. Je reviens à la vie privée parce que c'est ce qui m'inquiète vraiment pour mes achats du quotidien. Les autorités de protection des données insistent sur la minimisation des informations et sur la séparation des rôles pour éviter qu'un acteur unique voie tout. Cela veut dire que le prestataire gère mon identité, la banque centrale règle le paiement et personne ne collecte l'ensemble des détails de ma vie. C'est l'idée. On sépare les fonctions pour réduire l'exposition et on utilise des techniques de cryptographie qui limitent la visibilité. Tu me parles comme si j'étais ingénieur, mais je t'assure que je préfère un exemple simple. Imagine un reçu plié où ton nom est d'un côté et les produits de l'autre. Chaque partie n'envoie qu'une petite bande utile et pas la totalité. Je comprends mieux avec cette image. Chacun ne voit que ce dont il a vraiment besoin. C'est une règle d'or, ne collecter que l'essentiel et ne pas garder les données plus longtemps que nécessaire. Est-ce que je pourrais encore payer en billets si je le souhaite? Le cash garde un rôle important et la CBDC vient en complément pour le monde numérique. Et si un commerçant n'a pas le terminal ou l'application, est-ce que je suis coincé? Les déploiements doivent rester progressifs et hybrides pour que personne ne se sente forcé du jour au lendemain. On parle souvent de limites de détention pour éviter les fuites massives des dépôts, mais comment cela se décide? Ce sont des décisions publiques après consultation et test, et les limites peuvent évoluer avec l'expérience et la conjoncture, l'objectif étant d'assurer la stabilité. Je suppose que la rémunération de la CBDC resterait nulle ou très faible pour ne pas concurrencer l'épargne bancaire. Oui, on parle d'un instrument de paiement et pas d'un produit d'investissement. Cela oriente les comportements sans interdire. J'ai entendu le mot KYC et je voudrais savoir si je dois m'identifier pour ouvrir un portefeuille. Les règles de connaissance client et de lutte contre la fraude restent en vigueur, mais on peut imaginer des niveaux de seuil qui simplifient les petits montants tout en gardant des contrôles pour les volumes importants. Donc on ne sacrifie pas la lutte contre le blanchiment, mais on évite de transformer chaque petit paiement en interrogation intrusive. Le juste milieu consiste à proportionner l'exigence au risque du paiement, c'est une approche pragmatique. Tu me connais, j'aime les comparaisons culinaires, alors dis-moi la recette d'une CBDC réussie. Il faut une base de confiance publique, une pincée de simplicité pour l'usage, un zeste de confidentialité et une cuisson lente pour l'interopérabilité. Cette recette me donne faim de clarté, continue sur la simplicité d'usage. L'application doit s'ouvrir vite, le paiement doit se faire en 2 ou 3 gestes et l'utilisateur doit comprendre les limites et les frais sans jargon. Et pour les personnes âgées ou peu à l'aise avec le numérique, comment ne pas les laisser sur le bord de la route? On peut garder des cartes avec des puces sécurisées, des terminaux faciles à lire et des guichets d'aide humaine dans les lieux publics. Je veux un exemple de situation hors ligne qui me parle au quotidien. Imaginons une coupure de réseau pendant un festival de quartier. Tu peux quand même payer un sandwich en approchant ton téléphone, puis la transaction se régularise quand le réseau revient. Cette scène me rassure parce que j'ai déjà vécu un terminal qui ne captait rien au fond d'une salle. Le hors-ligne n'est pas magique mais il apporte une continuité d'activité et un confort réel dans les zones mal couvertes. Parlons du coût pour les commerçants, car un petit café compte chaque centime. Les modèles cherchent à réduire les coûts variables en rationalisant les rails et en évitant des couches d'intermédiaires, ce qui profite aux petites structures.
Est-ce que la CBDC change quelque chose pour les transferts d'argent entre proches? Elle peut rendre ces transferts instantanés et simples avec une preuve de règlement public qui limite les litiges. Je pense au pourboire, au remboursement de covoiturage, au partage d'additions, et je vois l'intérêt si c'est fluide. La fluidité est la clé. Si l'expérience est agréable, les usages s'installent sans contrainte. On dit souvent que la technologie est prête, mais que la gouvernance est le vrai défi. La gouvernance compte énormément. Il faut une charte claire sur la vie privée, la sécurité, les mises à jour et les règles de crise. Que se passe-t-il en cas de crise financière où tout le monde veut se réfugier en monnaie publique? On prévoit des garde-fous comme les limites dynamiques, des fonds de liquidité et des procédures coordonnées avec les banques pour stabiliser la situation. Tu parles de limites dynamiques, comme si le plafond pouvait changer selon le contexte. Oui, l'outil peut s'adapter, mais ces mécanismes doivent être expliqués à l'avance pour conserver la confiance. Est-ce qu'il y a un risque de fragmentation avec trop d'applications et trop de standards? Le risque existe, c'est pourquoi il faut un ensemble de règles communes et des interfaces publiques qui garantissent l'interopérabilité. Je veux savoir si l'innovation privée garde de la place ou si tout devient étatique. La CBDC n'éteint pas l'innovation, au contraire, elle fournit une couche de base fiable sur laquelle les acteurs privés peuvent bâtir des services créatifs. Cela ressemble à l'eau courante qui est publique et aux appareils de la cuisine qui sont privés. La comparaison est parlante, la conduite est commune et chacun invente ses recettes au-dessus. Comment éviter que la CBDC soit perçue comme un cheval de Troie de la surveillance? En mettant la vie privée au centre dès le départ, en publiant des audits et en confiant à des organismes indépendants la vérification régulière des pratiques. Je vois qu'on peut créer des garanties organisationnelles en plus des garanties techniques. Les deux sont nécessaires, la technologie sans gouvernance rassure peu et la gouvernance sans technique protège mal. Je veux une image pour expliquer la programmabilité des services à une amie qui a peur. Dis-lui que la monnaie est comme une clé passe-partout, tandis que les services sont des serrures qui décident quand la porte s'ouvre et dans quelles conditions, mais la clé reste une clé normale. Je suis soulagée de savoir que la clé elle-même n'est pas un outil de contrôle de ma vie. Le but est d'équilibrer liberté d'usage et protection collective sans confondre les niveaux. Est-ce que les personnes sans compte bancaire pourraient utiliser la CBDC facilement? C'est l'une des promesses, avec des portefeuilles simples, des cartes prépayées sécurisées et des points d'assistance. On peut toucher des publics aujourd'hui mal servis. Tu as mentionné les aides publiques, et je voudrais une histoire concrète. Imagine une commune qui verse une indemnité d'urgence après une tempête. Les fonds arrivent en quelques minutes sur les portefeuilles des habitants et ils peuvent acheter directement ce dont ils ont besoin. Cette rapidité change la vie quand on a perdu de la nourriture ou des outils. Elle change aussi la gestion publique parce qu'on sait où les fonds sont allés sans exposer inutilement les données personnelles. Qu'en est-il des personnes qui craignent les pannes d'électricité ou les batteries vides? On peut proposer des cartes à faible consommation et des bornes de secours, et le hors-ligne réduit déjà la dépendance au réseau. Je t'écoute, et je me dis que la réussite dépendra surtout de l'ergonomie et de la confiance. Tu as raison, l'ergonomie construit l'habitude et la confiance construit la fidélité. Pourquoi ne pas laisser simplement les banques et les fintechs faire le travail comme avant? Parce que la couche d'argent public joue un rôle d'ancrage qui ne dépend pas de la santé d'un acteur privé et qui garantit l'accès universel. Cette idée d'ancrage me parle, c'est comme la ligne de base qui accorde l'orchestre. Belle image pour une soirée où la musique est douce et la pensée claire. Dis-moi si une CBDC doit forcément utiliser une blockchain. Non, certains prototypes l'utilisent et d'autres non. L'important est de garantir la sécurité, la performance et l'interopérabilité, pas d'employer un mot à la mode. On peut donc choisir l'outil selon les besoins et non l'inverse. C'est la sagesse. On définit les objectifs et on choisit ensuite l'architecture qui sert ces objectifs sans les contredire. Si je perds mon téléphone, est-ce que je perds mon argent? Les portefeuilles doivent offrir des sauvegardes sécurisées et des procédures de récupération, et certaines solutions matérialisent une partie des clés dans des cartes ou des modules dédiés. Je me sens mieux si je sais que mon erreur ne détruit pas tout.
Un bon système protège l'utilisateur même dans les moments de fatigue ou de stress. Je voudrais parler des jeunes qui paient déjà avec des applications gratuites et rapides. Une CBDC doit être aussi fluide que ce que les jeunes connaissent déjà, sinon elle restera théorique et ne servira pas sa mission. Et les entreprises, surtout les petites, attendent de la certitude et de la simplicité dans leur comptabilité. Une intégration claire avec les logiciels de caisse et de comptabilité peut leur gagner des heures et réduire les erreurs. On n'a pas encore parlé des fraudes et des escroqueries qui suivent toujours les nouveautés. Les contrôles en temps réel, les limites, les alertes compréhensibles et l'éducation des usagers font partie de la panoplie et la réversibilité de certains paiements peut être balisée par la loi. Tu veux dire qu'on peut prévoir des mécanismes de recours clairs qui protègent sans bloquer l'économie? Oui, on définit des règles simples qui évitent les abus et qui donnent aux victimes un chemin de réparation. Si je résume, une CBDC réussie est comme un pont robuste entre le monde public et la vie quotidienne. Ton résumé est élégant, un pont robuste mais discret qui s'oublie quand il fonctionne bien. Pourquoi certains redoutent encore cette idée avec autant d'intensité? Parce que l'argent touche à l'intime et à la liberté, et parce que les mots peuvent faire peur quand la distinction entre monnaie et service n'est pas claire. On pourrait apaiser cette peur en expliquant mieux les garde-fous et les objectifs. L'explication patiente est une forme de respect, elle laisse aux citoyens le temps d'évaluer et de questionner. Quels seraient les premiers usages qui convaincraient mes amis de changer leurs habitudes? Les remboursements immédiats, la simplicité du hors-ligne, la transparence des frais et des délais, et la facilité à envoyer de l'argent à l'étranger. J'aime quand l'avantage est tangible et visible dès le premier essai. C'est ce qui transforme une curiosité en habitude durable. Tu as évoqué l'envoi d'argent à l'étranger, c'est souvent compliqué et long aujourd'hui. Si deux systèmes publics savent dialoguer, on peut réduire les délais, donner un taux clair et livrer la valeur avec moins d'intermédiaires. Cela peut changer la vie de ceux qui soutiennent leur famille loin d'ici. C'est une raison de plus de soigner l'interopérabilité dès la conception. Dis-moi si une CBDC pourrait soutenir l'épargne de manière responsable. Elle n'est pas conçue comme un produit d'épargne mais comme un moyen de paiement et elle peut coexister avec des comptes rémunérés qui restent gérés par les banques. Donc chacun fait ce qu'il sait faire, la banque centrale gère l'argent public et les banques gèrent les produits financiers. La répartition des rôles est saine quand chaque acteur se concentre sur son métier. Est-ce que cela pourrait réduire certains coûts cachés des paiements pour les petits commerçants? Oui, si la structure de frais est bien pensée et si la concurrence sur les services d'acceptation est ouverte et transparente. Je veux une métaphore très simple pour expliquer la CBDC à ma grand-mère. Dis-lui que c'est un billet de banque qui vit dans ton téléphone et qui peut fonctionner même quand la boutique n'a pas de réseau, et que la banque centrale en garantit la valeur comme pour un billet. Elle va sourire si je lui dis que son billet a trouvé un petit appartement numérique. Et tu pourras ajouter que ce billet numérique ne demande pas de longues files d'attente pour être déposé quelque part. Est-ce que la CBDC peut aider lors d'une catastrophe locale pour distribuer rapidement des fonds? Oui, c'est l'un des cas d'usage les plus convaincants parce que la traçabilité des enveloppes budgétaires n'exige pas pour autant la surveillance des achats individuels. Je vois la nuance entre suivre un flux budgétaire et suivre une personne. Cette nuance est cruciale et elle doit être écrite noir sur blanc dans les règles du système. Et si nous parlions d'éducation financière, parce que sans pédagogie, beaucoup de personnes resteront méfiantes. Tu as raison Camille, il faut des guides simples, des simulateurs clairs et des ateliers locaux pour apprivoiser les gestes de base. Cela me plaît d'imaginer des ateliers dans une médiathèque où chacun essaie un paiement hors ligne avec un petit montant. L'expérience directe vaut plus que 1000 affiches ici, elle est bien accompagnée et rassurante. Est-ce que les entreprises pourront automatiser des paiements conditionnels pour leurs fournisseurs? Oui, via des contrats numériques sur les services. Par exemple, déclencher un règlement quand une livraison est confirmée, tout en gardant la monnaie publique neutre et générale. Cette séparation entre la monnaie neutre et le contrat vivant me semble saine. Elle évite de charger la monnaie d'intention et elle rend les services responsables de leur logique. Parle-moi de l'accessibilité pour les personnes malvoyantes ou avec des difficultés motrices.
Les meilleures pratiques imposant des interfaces vocales, des contrastes élevés, des gestes larges et des confirmations simples pour limiter les erreurs. Je découvre que la conception d'une monnaie touche aussi au design inclusif et à l'éthique de l'usage. L'argent fait société et l'outil qui le porte doit respecter la diversité des corps et des situations. J'aimerais savoir si un portefeuille peut être partagé entre un parent et un enfant avec des limites souples. On peut imaginer des sous-portefeuilles avec des seuils, des notifications et un apprentissage progressif qui responsabilise sans infantiliser. Ce serait une bonne école de confiance et de gestion. L'argent est aussi une langue qu'on apprend en la parlant prudemment. Certains craignent que l'État éteigne un paiement par caprice, et je veux une réponse simple à cette peur. Une gouvernance saine exige des règles publiques, des voies de recours et des contrôles indépendants qui rendent cette crainte infondée dans un cadre démocratique. Donc la meilleure protection est une architecture, plus des institutions qui rendent des comptes. Oui, la technique sans institutions solides reste fragile et les institutions sans technique robuste sont inefficaces. Je me demande si la CBDC va rendre inutiles les cartes de fidélité et les points. Non, ces programmes continueront côté commerçant, mais ils peuvent devenir plus transparents et plus portables si les standards s'alignent. Est-ce que les impôts peuvent se payer plus simplement grâce à une CBDC? On peut automatiser des échéances, réduire les erreurs de référence et donner une preuve de paiement instantanée aux citoyens. Cela éviterait ces courriels angoissés qui disent que le paiement n'a pas été reçu. La visibilité partagée réduit les frictions et la méfiance. On parle de plus en plus de sobriété numérique, et je veux savoir si une CBDC peut être économe en énergie. Les choix techniques le permettent et la mesure d'empreinte doit devenir un indicateur suivi comme la disponibilité. Tu tiens un discours de responsabilité qui me plaît un soir de jazz. La musique nous rappelle que la technique doit rester mélodieuse dans la vie des gens. Si je claque des doigts et que la CBDC existe demain, que changera ma journée type? Tu paierais ton café en 2 gestes même sans réseau. Tu rembourserais une amie en 1 seconde et tu verrais clairement quand l'argent est sorti et arrivé. Cette clarté vaut de l'or quand on évite les malentendus. Elle rend le quotidien plus serein et libère du temps mental. Je veux savoir ce que le commerçant voit de moi pendant un paiement CBDC. Il voit ce qu'il doit voir pour délivrer le produit et pour sa comptabilité, pas plus, et l'architecture évite de concentrer l'historique complet chez un seul acteur. Je respire mieux quand tu dis que personne n'a besoin de tout savoir pour que l'économie tourne. Le principe du moindre savoir protège la liberté sans nuire à la fluidité. Comment un pays décide-t-il de passer du pilote à la mise en service? Il regarde l'usage, la stabilité, la sécurité, l'acceptabilité sociale et il s'assure que les règles et les outils d'assistance sont prêts. J'ai une amie qui redoute les mises à jour forcées qui changent tout sans prévenir. Les mises à jour doivent être annoncées, testées et progressives avec des notes claires et des possibilités de transition raisonnables. Cette façon adulte de traiter les usagers me semble non négociable. Le respect des usagers est la première condition de la confiance monétaire. Je voudrais une dernière image qui relie tout ce que tu as dit. Imagine une ville où les routes sont publiques et solides, où chacun choisit son véhicule et son itinéraire, et où les feux sont réglés pour la fluidité et la sécurité. La CBDC est l'une de ces grandes routes. Je vois la ville, et je vois le trafic qui respire, et je crois que j'ai saisi l'essentiel. Tu as saisi l'essentiel et tu pourras l'expliquer à d'autres avec des mots simples. Merci patron pour ta patience, et pour ta manière de rendre l'étrange familier. Merci Camille pour tes questions qui éclairent ce que beaucoup se demandent sans oser le dire. Je vais finir mon gingéal et laisser ces idées s'installer doucement. Bonne nuit Camille et que ta curiosité te ramène bientôt. Bonne nuit patron, et à très vite. Il se fait tard, et je devrais rentrer. Et au moment d'attraper mon sac, je réalise que j'ai oublié mon portefeuille chez moi, et je me sens soudain très embêtée. Je vous prie de m'excuser, mais j'ai oublié mon portefeuille, alors pourriez-vous m'offrir ce gingéal ce soir? Je sais que vous étiez là à côté depuis tout à l'heure, et si notre échange vous a été utile, je vous demande un petit coup de pouce s'il vous plaît.
Merci du fond du cœur pour votre gentillesse. Et pour un pourboire ou un don, vous pouvez utiliser le QR code en bas à droite de la vidéo ou le lien dans la description. Je vous invite aussi à mettre un like, à vous abonner et à laisser un commentaire, car cela nous aide beaucoup. Dans la description, vous trouverez aussi des liens vers d'autres œuvres d'une série très différente, et j'espère que vous y ferez de belles découvertes. Merci infiniment et bonne nuit, et à bientôt au comptoir.